présentation s'articulera autour de 3 parties. Première partie, qui sommes-nous? Deuxième partie, pourquoi les pôles existent-ils? Troisième partie, qu'en est-il des aménagements raisonnables? Qui sommes-nous? Notre équipe pluridisciplinaire est actuellement composée d'une psychologue, de 4 logopèdes, de 2 neuropsychologues et d'un instituteur spécialisé. Elle est gérée par une coordonnatrice qui est elle-même institutrice spécialisée. Dans un avenir très proche, d'autres spécialistes nous rejoindront, comme des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, etc. Cette équipe est principalement chargée de mettre en place le pôle territorial fondamental libre de la zone 9 et de collaborer à la mise en place des aménagements raisonnables au sein des classes. En aucun cas notre pôle n'a la prétention de venir dire ce qu'il doit faire à un titulaire. Il peut être considéré comme l'appel à un ami lors de la mise en place d'un aménagement raisonnable au sein d'une classe. Ces missions seront détaillées plus loin, mais elles ne sont en aucun cas celles d'un conseiller pédagogique, d'un inspecteur ou d'une équipe mobile. Tout le monde n'a pas la chance d'être tombé dans la potion magique qui rend la vie scolaire facile. Notre travail est de soutenir les enseignants à mettre en place les aménagements raisonnables qui favoriseront l'équité et non l'égalité entre les enfants neurotypiques et ceux à besoins spécifiques. Le but étant de donner accès à tous les enfants aux apprentissages afin qu'ils puissent s'épanouir au mieux à l'école et dans la suite de leur vie scolaire. Nous venons de citer le terme de besoins spécifiques. De quoi s'agit-il? Il s'agit des besoins résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanente ou semi-permanente qui peut être d'ordre psychologique, comme par exemple un trouble du comportement, mental, comme par exemple les troubles 10 ou la déficience intellectuelle, perceptif, comme par exemple la difficulté visuo-spatiale sévère, psycho-affectif, comme par exemple une dépendance exagérée à l'adulte. Ces besoins faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant au sein de l'école un soutien supplémentaire pour permettre à l'enfant de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé. Pour les enfants souffrant de troubles sensorimoteurs, un partenariat est prévu avec des écoles spécialisées, comme par exemple l'IRSA. Pourquoi parle-t-on de pôle territorial? Notre pôle fondamental libre est dit de zone 9. Celle-ci représente environ un tiers du Hainaut, ou 8 entités, à savoir dans l'ordre alphabétique celles de Binche, du Borinage, de Boussu, de La Louvière, de Maninge, de Mons, de Saint-Guilain et de Soignies. Cela représente 22 communes, soit 84 écoles. À cela, il faut ajouter quelques écoles du Brabant wallon qui ont souhaité être conventionnées avec nous pour faire suite à la collaboration qui nous liait déjà via l'intégration, amenant le total d'écoles à 91. Pourquoi les pôles existent-ils? Si l'on regarde l'évolution du nombre d'enfants en intégration permanente totale au cours des 7 à 8 dernières années, on constate qu'il a été multiplié par 6. Le coût et l'intervention humaine étant également multipliés par 6, la situation était devenue financièrement non viable. De plus, l'intégration n'était pas répartie uniformément sur le territoire. L'idée est donc de transférer les moyens de l'intégration dans les pôles et de mieux les répartir géographiquement. L'organisation des pôles est définie par un cadre légal au travers de 3 décrets. La mise en place des pôles représente la réforme de la plus grande ampleur. En effet, celle-ci touche l'enseignement de la maternelle jusqu'au secondaire et l'enseignement tant ordinaire que spécialisé. Notre pôle a pour vocation de faire le lien entre l'enseignement ordinaire et spécialisé. Le pôle La Source se compose donc d'une école siège, l'école spécialisée La Source à Soignies, d'écoles partenaires spécialisées, le Piolet à La Louvière, Claire Failly à Binche et l'Espérance à Mons.
et d'écoles coopérantes, 91 écoles fondamentales ordinaires dans notre zone 9 et le Brabant wallon. Un minimum de 12 300 enfants est légalement requis pour créer un pôle. Le nôtre en compte presque 26 000. Avec cette illustration, nous voulons attirer votre attention sur le fait que le gouvernement promet de grandes choses grâce à la mise en place des pôles. Mais pour le moment, nous n'avons que très peu de moyens. À terme, après la période de transition, nous aurons plus de périodes pour venir dans vos écoles. Par contre, l'aide individuelle auprès d'un enfant restera très ponctuelle. Nous n'aurons pas beaucoup de périodes pour cela. Qu'en est-il des aménagements raisonnables ? Qu'est-ce qu'un aménagement raisonnable ? Dans le cadre de l'enseignement, il s'agit d'une obligation légale détaillée dans le décret de 2017. Pour Perrine Bigot, orthopédagogue, au quotidien, un aménagement raisonnable est une mesure concrète permettant de réduire autant que possible les effets négatifs d'un environnement sur la participation d'une personne à la vie en société. Mettre en place cet aménagement raisonnable pour une personne en situation de handicap est une obligation. Sur le plan scolaire, cet aménagement est décidé en fonction des besoins de l'enfant afin qu'il puisse accéder, participer et progresser sur un pied d'égalité avec les autres enfants ne présentant pas de troubles d'apprentissage. Il ne s'agit donc pas d'avantager les enfants en situation de trouble, mais de compenser les désavantages liés aux troubles et à un environnement inadapté. Quels sont les types d'aménagement raisonnable ? Il en existe 4 que nous avons symbolisés par l'acronyme POMA. P pour pédagogique, comme par exemple la mise en place d'une méthode particulièrement adaptée aux troubles de l'enfant. O pour organisationnel, comme par exemple des routines de travail, des checklists, etc. M pour matériel, comme par exemple des abacs adaptés, une tablette, un chuchoteur, etc. Le 4e type d'aménagement raisonnable n'est pas prévu par les textes de loi, mais nous paraît fondamental. A pour affectif, comme par exemple la possibilité d'accéder à un endroit refuge pour un enfant souffrant d'autisme. Les aménagements raisonnables sont définis par des critères et leur caractère de raisonnabilité. Plusieurs critères décrivent un aménagement raisonnable. Ils doivent répondre aux besoins de l'élève. Par exemple, une tablette répond aux besoins d'un enfant dyslexique, mais pas forcément d'un enfant souffrant d'un trouble de l'attention. Ils doivent permettre à l'élève de participer aux mêmes activités que les autres. Par exemple, l'utilisation d'une application de géométrie sur tablette permet à l'enfant dyspraxique de construire les figures en utilisant strictement la même méthodologie que le reste de la classe. Ils doivent permettre le travail en classe. Par exemple, un enfant ne doit pas obligatoirement sortir pour aller au local informatique pour accéder à son aménagement raisonnable. Ils doivent permettre les déplacements de manière autonome, comme par exemple le déplacement d'une classe au rez-de-chaussée pour un enfant à mobilité réduite. Ils doivent assurer la sécurité de l'élève, comme par exemple la sécurité affective en installant un coin cocoon pour un enfant autiste, ou de nouveau déplacer la classe au rez-de-chaussée pour assurer la sécurité d'un enfant à mobilité réduite. Ils doivent respecter la dignité de l'enfant. Aucun aménagement raisonnable ne peut avoir de côté discriminant. Dans notre pratique, nous remarquons que de nombreuses stratégies d'apprentissage qui permettent d'alléger les besoins spécifiques de certains jeunes sont bénéfiques à d'autres enfants. Cela peut donc potentiellement aider tous les enfants, qu'ils aient un diagnostic ou pas. La raisonnabilité des aménagements est évaluée selon les caractères suivants. Le coût. Un aménagement raisonnable doit entrer dans le budget de la classe, le budget de l'école. L'impact sur l'organisation. Un aménagement raisonnable doit s'inscrire dans un mode de fonctionnement normal d'une classe. L'impact de l'aménagement sur les autres enfants. Un aménagement raisonnable ne peut perturber les apprentissages du reste de la classe. La fréquence.
et la durée prévue de l'aménagement raisonnable. En effet, un aménagement raisonnable est mis en place selon une fréquence et une durée jugées pertinentes en fonction du trouble. L'absence ou non d'alternative. En effet, une alternative pertinente plus aisée à mettre en place est préférable à un aménagement raisonnable préalablement proposé. Quand est-il nécessaire de mettre en place un aménagement raisonnable ? Le principe de base est de ne pas attendre trop longtemps tout en respectant la hiérarchie des interventions. Au-delà des fondations communes telles que la gestion de groupe, de l'apprentissage, des évaluations formatives, de l'attitude accueillante, bienveillante, etc., que l'on trouve dans toute classe, s'échelonne une pyramide des prises en charge particulières en fonction des difficultés. Au premier niveau et de manière permanente, on trouve le soutien et la prévention grâce à un climat d'apprentissage positif, une attitude à la fois bienveillante et exigeante, la différenciation, le tutorat, la pédagogie universelle, etc. Au deuxième niveau, selon des décisions internes à la classe ou à l'école, on trouve des interventions ciblées comme la remédiation, le contrat d'apprentissage, le dossier d'accompagnement des élèves, etc. Au troisième niveau, et dépendant d'un diagnostic externe à l'école, et de manière modérée, on trouve la mise en place des aménagements raisonnables pouvant nécessiter l'intervention du pôle. Nous insistons sur le fait de ne pas trop attendre avant cette mise en place. L'écart peut se creuser très vite entre l'enfant à besoins spécifiques et le reste de la classe. Il a besoin d'outils rapidement pour pouvoir compenser et suivre les apprentissages. Par exemple, si vous nous contactez pour un enfant dyslexique en P4 et que cet enfant ne sait toujours pas lire et que vous demandez les aménagements raisonnables, nous risquons d'arriver trop tard. En cas d'insuffisance avérée des aménagements raisonnables, au dernier niveau et de manière exceptionnelle, on trouve la prise en charge de l'enfant par l'enseignement spécialisé. L'ensemble des interventions représente un processus d'évaluation et d'ajustement en continu. Qu'entend-on par diagnostic externe ? Il s'agit simplement d'un rapport attestant du besoin spécifique de l'enfant, datant de moins d'1 an, établi par un professionnel tel que médecin, logopède, ergothérapeute, psychologue, neuropsychologue, kinésithérapeute ou encore un PMS. D'après Catherine Vanham, logopède spécialisée en gestion mentale, la mise en place des aménagements raisonnables doit intervenir à un moment précis dans les étapes d'apprentissage. Dans les 4 étapes de l'apprentissage pédagogique de Maslow, nous trouvons en premier lieu « Je ne sais pas que je ne sais pas. Je suis inconsciemment incompétent ». En deuxième lieu, « Je sais que je ne sais pas. Je deviens consciemment incompétent ». En troisième lieu, nous avons « Je sais que je sais. Je deviens consciemment compétent ». Et en quatrième étape, nous trouvons « Je ne sais plus que je sais. Je suis devenu inconsciemment compétent ». Les aménagements raisonnables doivent être mis en place pour passer du stade 2 au stade 3 chez nos enfants à besoins spécifiques. Beaucoup d'enfants souffrant de troubles 10 restent au stade 2 et perdent beaucoup au niveau de leur estime d'eux-mêmes, pensant qu'ils sont incompétents et qu'ils vont le rester. La mise en place des aménagements raisonnables leur permet de regagner confiance et courage pour passer au stade 3. Les aménagements raisonnables ne sont à abandonner que si le stade 4 est un jour atteint, et il ne le sera pas forcément pour les enfants à besoins spécifiques. Qui intervient lors de la mise en place d'un aménagement raisonnable ? Une fois que le diagnostic externe est établi, l'aménagement peut être mis en place. Les 3 partenaires majeurs sont l'école, les parents et le PMS. Lors de la décision de la mise en œuvre d'un aménagement raisonnable, ces 3 partenaires interagissent entre eux en faveur de l'enfant. Pour aider à la mise en place de l'aménagement raisonnable, l'école peut demander l'intervention du pôle.
cette intervention n'est pas là pour diriger l'enseignant, mais peut être considérée comme une aide, un appel à un ami. Vérifions quelques idées reçues au travers d'un vrai ou faux. En tant qu'enseignant, mon rôle est de diagnostiquer un trouble 10 chez l'un de mes élèves. Bien entendu, cela est faux. Seul un professionnel externe, un médecin, une logo, un ergo, un kiné, un psy, un neuropsy ou le PMS peut établir ce diagnostic. Lors du CEB, des adaptations sont prévues pour les élèves à besoins spécifiques, à certaines conditions. Cela est vrai, notamment si la demande est faite dans les formes et les délais requis. Une circulaire sort à ce sujet chaque année entre la fin février et le début mars. Si les difficultés sont trop importantes, je peux orienter vers le spécialisé sans aménagement raisonnable. Cela est faux. Étant le dernier recours, l'orientation en enseignement spécialisé est le fruit d'une décision collégiale. Les parents ou la logopède externe décident des aménagements pour ma classe. Cela est faux. Les parents, la logopède peuvent requérir la mise en place d'aménagements raisonnables et en suggérer. Mais le ou la titulaire, l'équipe éducative, reste les seuls maîtres à bord de la classe. Je dois créer un dispositif de différenciation d'accompagnement pour les aménagements raisonnables d'un élève. Cela est vrai, et l'aide à cette création est l'une des missions du pôle. Vérifions si un aménagement est raisonnable ou pas au travers de quelques exemples réellement vécus. Colline, en P6, souffre de dyslexie et de dysorthographie sévère et persistante malgré l'intervention longue de logopèdes extérieurs. Une demande est faite par ses parents pour de nombreux aménagements raisonnables pour la dictée, tels que plus de temps, de relecture autonome, la mise à disposition d'outils, les fiches, le Becherel, le dictionnaire, des synthèses, un code particulier pour signifier un oubli dans la dictée, et l'utilisation d'un casque anti-bruit. Tous ces aménagements sont raisonnables, ils sont acceptés. Par la suite, ces parents demandent à ce que toutes les dictées soient effectuées en individuel et d'avoir la possibilité de revenir se relire durant la récréation de midi. Cet aménagement est jugé déraisonnable et n'est pas accepté. Victor, en P5, souffre de dyspraxie. Ses parents demandent l'usage d'une tablette en autonomie pour soulager l'écrit, les tracés en géométrie, etc. L'aménagement est jugé raisonnable et est accepté. Par la suite, il demande à ce que tous les manuels et tous les stencils de l'année soient scannés pour lui. L'aménagement est jugé déraisonnable et est refusé. Charles, en P4, souffre de troubles de l'attention. Sa maman demande à ce que les consignes d'évaluation soient découpées en bandelettes individuelles afin qu'il les effectue isolément. L'aménagement est jugé raisonnable et est accepté. Par la suite, elle demande à ce que l'intégralité des stencils de l'année soit agrandie en A3 et découpée en bandelettes. Cet aménagement est jugé déraisonnable et n'est pas accepté. Comment mettre en place les aménagements raisonnables ? Lorsque vous êtes confronté à une demande de la part d'un titulaire, de parents ou du PMS, et que vous avez besoin de l'aide du pôle, nous souhaitons que la demande vienne de la direction par courrier électronique. Ensuite, nous analysons la demande en équipe pour y donner suite. Soit un conseil suffit, soit la demande sort de notre champ d'action, soit on prévoit une réunion entre intervenants, puis avec les parents. Par la suite, la loi prévoit une réunion par an. Bien entendu, la réalité du terrain, les éventuelles difficultés rencontrées, la sévérité du trouble de l'enfant pour qui les aménagements sont mis en place peuvent permettre, au cas par cas, plus de rencontres ou de ne plus faire de rencontres si ce n'est plus nécessaire. Comment fonctionne l'organisation du pôle ? Ces missions se déclinent selon deux axes d'importance différentes.
les missions à caractère collectif, c'est-à-dire l'accompagnement des écoles, qui sont majoritaires, et les missions à caractère individuel, c'est-à-dire l'accompagnement de l'enfant, qui seront ponctuelles, minoritaires. Quelles sont les missions du pôle ? Ces missions collectives sont informer les équipes éducatives, les élèves et les parents d'élèves sur les aménagements raisonnables et l'intégration permanente totale. Assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, notamment afin de faciliter l'échange d'expériences. Soutenir les membres de l'équipe éducative des écoles coopérantes dans l'organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la mise à disposition d'outils. Accompagner les écoles coopérantes dans l'élaboration de protocoles d'aménagement raisonnable lorsque la prise en charge individuelle de l'élève concerné par le pôle territorial s'avère nécessaire. Collaborer à l'évaluation des aménagements raisonnables et, le cas échéant, à l'orientation vers l'enseignement spécialisé en cas d'insuffisance des aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève. Les missions individuelles du pôle sont, de manière très limitée, accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de leurs besoins et de leur protocole d'aménagement raisonnable. Accompagner individuellement les élèves présentant des troubles sensorimoteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements raisonnables et en collaboration avec les organismes spécialisés comme par exemple l'IRSA. Accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d'intégration permanente totale pour les élèves issus de l'enseignement spécialisé. Le modèle éducatif du fondamental relatif à l'aide aux enfants à besoins spécifiques est en train de changer radicalement. En effet, les moyens actuellement accordés à l'élève vont l'être au pôle, qui aura la tâche d'en répercuter les bénéfices auprès des écoles coopérantes. L'accompagnement actuellement adressé à l'enfant le sera à l'équipe éducative à sa demande. Les missions d'accompagnement confiées à l'intégration vont disparaître au profit de la mise en place des aménagements raisonnables par l'école. Quels sont les services que notre pôle peut rendre aux écoles coopérantes ? Tout d'abord, une connaissance approfondie des différents troubles et handicaps inhérents à la constitution pluridisciplinaire de notre équipe. Ensuite, une expertise professionnelle issue de l'enseignement spécialisé et renforcée par une solide expérience en intégration. Et enfin, la mise à disposition d'outils spécifiques, comme par exemple des informations au sujet des aménagements raisonnables, des prises en charge très ponctuelles des enfants, comme par exemple la mise en place d'une tablette, des animations, comme par exemple sur l'autisme, et du matériel éprouvé en intégration. Des fiches de procédure, comme par exemple comment tracer une perpendiculaire à l'équerre Aristo, des mémos sur des points précis, comme par exemple PGCD, PPCM, du matériel adapté, comme par exemple des abacs qui soient adaptés aux enfants dyspraxiques, des tutoriels en vidéo, etc. Faire appel au pôle est une demande de collaboration résolument de type coaching. C'est assez nouveau dans le monde de l'enseignement fondamental. D'un côté, cela peut paraître effrayant étant donné la nouveauté et les enjeux en cause. De l'autre, c'est enthousiasmant car tout est à construire ensemble. En conclusion, les années à venir seront une véritable période de transition. Pour l'aide aux enfants à besoins spécifiques, dès cette rentrée de 2021 jusqu'à celle de 2025, le glissement va s'effectuer en douceur de l'intégration vers l'appel au pôle. Et cette transition ne peut s'effectuer qu'en collaboration entre le pôle et les écoles coopérantes.